Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Il y a 5 ans, une nouvelle équipe dirigeante faisait son apparition lors du 18e congrès du Parti communiste chinois. De nombreuses réformes ont été ensuite lancées dans le domaine économique, politique et diplomatique. Ces réformes ont-elles été efficaces? Et quels sont les changements qui ont eu lieu dans la vie quotidienne des Chinois? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. Depuis le 18e congrès en 2012, la Chine a obtenu des succès importants en matière économique. D'après Ning Jizhe, directeur général du Bureau national des statistiques, les particularités du nouveau système de développement chinois, aussi baptisé le nouveau normal, se sont surtout accentuées dans 3 domaines clés. Première particularité, le changement de vitesse. L'économie chinoise est passée d'une croissance ultra rapide à une croissance élevée. Entre 2013 et 2016, le PIB de la Chine a augmenté à un taux annuel moyen de 7,2%, contre 2,6% pour l'ensemble du monde et 4% pour les économies en développement. Deuxième particularité, la réforme structurelle. La consommation participe aujourd'hui pour plus de 50% à la croissance chinoise. Le secteur des services a permis aux grandes entreprises, aux industries de haute technologie, aux industries stratégiques, aux industries manufacturières et d'équipement de préserver une croissance supérieure à 10% et d'accélérer encore ce taux de croissance lors des 2 dernières années. Le nouveau normal se manifeste enfin dans l'émergence de nouveaux moteurs de croissance. D'après Ning Jizhe, les évolutions dans les techniques industrielles et les techniques manufacturières ces dernières années ont entraîné une accélération des investissements dans le secteur de l'innovation, et cela à un niveau plus rapide que l'investissement global. Afin de s'adapter aux nouvelles nécessités du marché, les entreprises chinoises ont fourni de gros efforts de remise à niveau et effectué des transferts vers des activités de fabrication à valeur plus élevée. Le secteur des nouveaux moteurs de croissance et les produits à haute valeur ajoutée devraient ainsi connaître une croissance très positive dans le futur. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau M. Ding Yifan. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Alors, sur le plan économique, on a vu apparaître le concept de nouvelle normalité à partir de 2013. Alors, ce concept traduit quelle vision de la part du gouvernement central selon vous? En fait, la nouvelle normalité est une conception qui décrit un peu l'état de l'économie actuelle. C'est-à-dire qu'avant 2013, la Chine a connu de l'an 2000 à 2013, la Chine a connu une expansion économique très rapide, exceptionnelle, avec un taux supérieur à peu près à 10%. L'exportation s'accroît à peu près autour de 20% annuellement. Donc c'est vraiment une période d'explosion de l'économie chinoise. Mais après la crise financière, et puis il y a une chute du commerce international, donc de l'exportation chinoise. Donc à partir de 2013, en fait à partir de 2010, donc la croissance chinoise se rendit à cause de la chute de l'exportation vers l'extérieur, à cause du déclin de marché d'exportation en Amérique du Nord et en Europe en particulier. Donc à ce moment-là, nous avons essayé de stimuler l'économie avec le plan de relance en 2009, 2010, etc. Mais avec le temps, les effets du plan de relance se font de moins en moins importants. Donc on ne peut pas continuellement utiliser le plan de relance pour maintenir le taux de croissance. Donc, la nouvelle normalité fait l'état de cette situation. Donc, on ne veut plus stimuler artificiellement la croissance. On veut reconnaître qu'à partir de maintenant, eh bien, l'économie chinoise ou la croissance de l'économie chinoise va rentrer dans une nouvelle phase. Cette nouvelle phase est caractérisée par un taux de croissance moyen.
il est fixé à 6,5%. Et en fait, depuis qu'on ait reconnu cet effet, et en fait, le taux de croissance a été supérieur, un peu légèrement supérieur à l'objectif fixé. Donc, c'est plutôt une description de l'état actuel de l'économie chinoise. Et de reconnaître que le ralentissement de la croissance chinoise est un fait objectif. Et on ne doit pas artificiellement stimuler la croissance, parce que ça risque de créer des problèmes dans l'avenir. Et donc, après cette description, cette diagnostic, si on peut dire, quelles ont été les réformes importantes? Oui, pour accompagner cette conception de la nouvelle normalité, eh bien, le gouvernement chinois a fait sortir toute une série de mesures pour garder un développement équilibré de l'économie. Cette série de mesures a été appelée l'encouragement aux innovations et aux créations. Et en fait, depuis lors, effectivement, on a entrepris une réforme dite du côté de l'offre. C'est-à-dire, au lieu de stimuler l'économie avec une dépense accélérée du budget public, eh bien, on a essayé d'encourager l'initiative privée, des entreprises privées, l'investissement privé, etc., dans des domaines de technologie de pointe, par exemple, ou dans des nouvelles formes de l'économie. Et depuis 1 ou 2 ans, nous avons remarqué une percée dans ces domaines-là. Comme on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, de l'économie de participation. Et cette émergence de l'économie de participation est née avec ces mesures prises par le gouvernement chinois. Et ces mesures ont donné des effets positifs pour encourager la naissance de ces nouvelles formes de l'économie de participation. Quelques exemples de cette économie de participation pour nos téléspectateurs? C'est-à-dire les vélos. Des vélos, oui. Par exemple, le vélo était une des caractéristiques de la société chinoise. Dans les années 60, 70, voire même dans les années 80, on voit des vélos partout dans la rue de Pékin. Et puis maintenant, les vélos sont remplacés par les voitures. Le vélo est devenu ce qu'on appelle une industrie déclinante, parce qu'on n'a plus besoin de tellement de vélos, et seulement le vélo est devenu un instrument de sport. On fait du vélo pour la course et pour ce genre de choses. Puis, depuis l'année dernière, lorsqu'on a lancé l'idée de vélos de participation, tout à coup, on voit des vélos partout. C'est des vélos publics. C'est des vélos, oui, c'est des vélos d'emprunt. En fait, c'est des vélos loués d'une certaine manière. Seulement, la location du vélo est devenue tellement facile, tellement simplifiée avec des applications sur les portables. C'est ça, c'est devenu très inconvénient pour les citoyens ordinaires, etc. Ça facilite vraiment la communication, etc. Ça évite à la fois l'embouteillage, mais ça facilite aussi la communication. Donc c'est très bien. Et en fait, c'est vrai que dans notre vie quotidienne, on sent, par exemple, si on voit les vélos de partage partout, en fait, les gens sentent déjà cette dynamique de l'innovation, en fait, dans notre vie quotidienne. Et on constate qu'après les statistiques, chaque jour, 15 000 entreprises sont créées en Chine. Oui. Donc aujourd'hui, quel rôle ces entreprises privées jouent-elles dans l'économie chinoise? Oui, il y a effectivement beaucoup de nouvelles entreprises créées. Il y a beaucoup. Mais il y a aussi, en même temps, des entreprises qui meurent, parce que c'est toujours un remplacement. Les économies nouvellement nées sont des entreprises souvent de technologie, qui s'aventurent un peu sur le marché pour essayer de développer de nouveaux marchés, tels que on a ouvert des magasins sans menteur, par exemple, avec le développement de paiements électroniques, etc.
eh bien, tout est possible. Ces formes de l'économie de participation sont dans plein boom maintenant en Chine. Ça crée un besoin nouveau. Dans le cas de vélos de participation, par exemple, le vélo était une industrie en déclin. Maintenant, la production des vélos est devenue une mode. Puis, on a inventé beaucoup de choses. Dans le vélo, les nouveaux vélos de location, par exemple, et le principe de pédale était le principe nouveau. On a modifié, on a introduit de la nouvelle technologie dans la production d'un produit ordinaire, traditionnel. On a fait des innovations technologiques dans des produits complètement classiques et qui donnent des effets inespérés et qui a élargi les besoins, qui a créé de nouveaux besoins, qui a élargi le marché. Et c'est quelque chose dont on n'a pas espéré dans le passé. Mais est-ce qu'on peut dire ce genre d'entreprises, des initiatives de l'innovation sont devenues les nouveaux moteurs de croissance de l'économie chinoise? D'une certaine manière, oui. Parce que depuis que l'économie chinoise est entrée dans la nouvelle normalité, le gouvernement essaie de restructurer son économie. La restructuration de l'économie chinoise est caractérisée à la fois par une restructuration des secteurs industriels. Donc, nous avons fait déplacer une partie de nos productions traditionnelles vers d'autres pays, d'autres régions. Et nous avons introduit des chaînes de production de technologies plus avancées, plus sophistiquées. L'automation et la production des robots industriels sont devenus un secteur de pointe en Chine. Maintenant, la Chine est devenue premier producteur et premier utilisateur des robots industriels maintenant. Mais quels sont à l'heure actuelle les défis selon vous qui attendent l'économie chinoise dans les 5 années à venir? Ah oui, on va continuer à améliorer la performance de l'économie chinoise. On va continuer à renforcer la compétitivité de l'économie chinoise en essayant de trouver des secteurs où des entreprises chinoises ont leur compétitivité renforcée. C'est ce qu'on appelle le DGV chinois, la technologie de DGV chinois, le train à grande vitesse. Et il y a aussi dans les moyens de transport, de communication, etc., la Chine maintenant est leader du monde sur le plan technologique, par exemple. Et ça aussi, en termes de télécommunication, la Chine et les États-Unis partagent un peu les technologies de pointe. Huawei détient une partie de technologies dites de 5e génération. Et Huawei commence à définir les normes pour la technologie de la future génération, de la 5e génération. Et je pense que, vraisemblablement, dans ce domaine, la Chine ou les entreprises chinoises vont commencer à présenter vraiment leur compétitivité et leur avantage sur le marché international. Alors, sur le plan politique, on voit que le président chinois Xi Jinping se référant au célèbre livre La fin de l'histoire et le dernier homme de Francis Fukuyama, a affirmé que la Chine avait confiance en une solution chinoise pour aller de l'avant sur le plan politique. Donc, quel regard portez-vous sur les réformes politiques entamées depuis l'auteur de La fin de l'histoire, Francis Fukuyama, en fait, il n'a pas reconnu ouvertement qu'il avait eu tort, mais il a écrit plusieurs livres sur l'ordre politique et le déclin de l'ordre politique. Et en fait, d'une certaine manière, il est revenu sur ce qu'il a dit sur la fin de l'histoire. Puisque si la forme suprême de la société humaine peut rentrer en déclin, donc il n'y a pas la fin de l'histoire. Donc c'est paradoxal. Et
en partie, sa reconnaissance de ses erreurs du passé vient du fait que la Chine a désapprouvé sa thèse, d'une certaine manière. Parce que, en fait, l'histoire n'est pas tout simplement définie par une forme démocratique des États-Unis ou l'économie de marché. En fait, l'économie de marché, il n'y a même pas une définition seule de l'économie de marché. Et de ce point de vue, il ne faut pas mystifier la force du marché. En fait, la crise récente, la crise de 2008, 2009, on n'en est pas encore sorti. Et cette crise est due à une confiance abusive dans le marché, en fait. C'est plus ou moins à cause de ça. Parce que aux États-Unis, comme en Europe, ils ont complètement déréglementé leur marché financier, dans une conviction totale que le marché a toujours raison. Mais finalement, le marché financier a plongé tout le monde dans une crise. Et donc, cela montre que le marché n'est pas une force magique. Le marché peut créer, ou le marché peut être considéré comme un mécanisme de stimulation. Le marché est un instrument utile pour stimuler l'initiative des uns et des autres. Mais le marché ne peut pas corriger automatiquement les effets pervers qui créent le déséquilibre de l'économie. Donc il faudrait l'intervention de l'État, du pouvoir public, pour redresser les abus ou les déséquilibres créés par le marché. Et de ce genre, dans cette optique, je pense que nous sommes conscients, et le gouvernement chinois est conscient, et nous n'avons jamais tombé dans le piège de la force du marché, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la Chine a en quelque sorte désapprouvé beaucoup de mythes. Oui, et de ce point de vue, on est conscient que notre modèle n'est pas parfait et que notre mode de développement a encore des défauts. Il faudrait continuellement perfectionner et améliorer les mécanismes de croissance, les mécanismes de développement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce processus de réforme. La réforme est un processus dynamique, qui est toujours en avant. Cela montre que les Chinois ne sont pas satisfaits de l'état actuel des choses. On veut continuellement améliorer notre capacité et notre société. Et cet esprit-là, cet esprit de réforme, je pense, est quelque chose de très précieux, qui explique le succès de notre économie et notre développement social. Le monde actuel est marqué par de fortes incertitudes. La croissance mondiale est faible. Les idées anti-mondialisation et la doctrine protectionniste ont le vent en poupe. Les crises migratoires, la question du terrorisme, la propagation des maladies infectieuses, les tensions géopolitiques dessinent un monde où menaces anciennes et nouvelles coexistent dans un cocktail que beaucoup craignent détonnant. Face à cette situation internationale, la diplomatie chinoise se maintient dans la voie du développement pacifique et continue de promouvoir un monde multipolaire et inclusif. Suite au 18e congrès du Parti communiste, la diplomatie chinoise a remporté plusieurs succès importants. Le secrétaire général Xi Jinping a également promu plusieurs concepts nouveaux. Rejeter la confrontation et l'alliance, favoriser des relations basées sur le partenariat et construire un nouveau modèle des relations internationales basé sur la coopération gagnant-gagnant. C'est sur cette base, d'après lui, qu'il sera possible de bâtir une communauté de destin commun pour l'humanité. Alors aussi, si on parle de changement, on voit que sur le plan politique, il y a beaucoup de changements aussi sur la scène internationale. Alors, s'agissant de la diplomatie chinoise, pensez-vous qu'il y a eu continuité où on a assisté à des changements assez importants en matière de politique étrangère ces 5 dernières années? En fait, je dirais qu'il y a à la fois la continuité, mais un peu de changement. C'est-à-dire qu'en fait, les principes fondamentaux de la politique étrangère de Chine sont fixés depuis l'époque de Mao.
ça a été annoncé par Zhou Enlai comme les 5 principes de la coexistence pacifique. Enfin, ce sont les principes fondamentaux de la politique étrangère de Chine. Mais périodiquement, et en fonction de la force matérielle de la Chine, eh bien, l'équipe dirigeante chinoise au pouvoir prend parfois des attitudes plus actives ou proactives ou des attitudes plus ou moins passives. Oui. Cela dépend. Par exemple, au lendemain de l'écroulement du mur de Berlin, par exemple, parce que l'écroulement de ce qu'on appelle du monde bipolaire avec le démembrement de l'Union soviétique et le changement dramatique dans les pays de l'Est, etc., eh bien, la politique étrangère de Chine était caractérisée plutôt par une attitude passive. On veut garder ces 5 principes de la coexistence pacifique avec tout le monde, donc on ne veut pas qu'on intervienne aussi dans les affaires chinoises. Mais c'est tout. Mais maintenant, je pense que la Chine a des capacités plus importantes. Elle est devenue plus proactive dans l'application de ces 5 principes de la coexistence pacifique. C'est pour ça que la Chine a, depuis ces 5 dernières années, a lancé des idées qui apparaissent nouvelles au public occidental ou international. Par exemple, les projets de renouvellement de la route de la soie. Et en fait, si on regarde l'investissement chinois à l'étranger, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, ça augmente rapidement. Donc, aussi sur cette initiative de la route de la soie, je pense que c'est quelque chose qui est le résultat d'une autre notion importante, c'est la communauté de destin commun. C'est aussi une nouvelle création qui s'applique aussi bien au niveau bilatéral et multilatéral. Alors, est-ce que cette notion a permis d'obtenir des résultats concrets? Qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui a eu lieu derrière cette création? En fait, je pense que la notion de la communauté de destin commun est l'aboutissement naturel de toutes ces initiatives chinoises à l'égard du développement international, à l'égard du renouvellement de la route de la soie, etc. etc. Oui, parce que dans les relations internationales, il y a toujours 2 conceptions fondamentales qui s'affrontent. C'est la logique de jeu à somme nulle et la logique de jeu à somme variable. Dans une logique de jeu à somme variable, on pourrait espérer arriver à une situation gagnant-gagnante, c'est-à-dire que tout le monde y gagne. Et tandis que dans une logique de jeu à somme nulle, eh bien, forcément, il y a des gagnants et il y a des perdants. Eh bien, maintenant, dans cette conception de jeu à somme nulle, eh bien, les Occidentaux pensent qu'ils sont du côté de perdants et que la Chine serait le seul gagnant dans ce jeu appelé et proposé autrefois par les Occidentaux. C'est le jeu de la mondialisation. Mais en fait, aujourd'hui, avec ces initiatives chinoises, on veut montrer au monde que finalement, notre conception, c'est une conception de logique de jeu à somme variable. C'est-à-dire qu'on pense qu'avec les efforts de tout le monde, on pourrait parvenir à un meilleur monde. Un monde où tout le monde y gagne. Et dans cette nouvelle conception, eh bien, nous avons tous intérêt à joindre nos efforts ensemble pour la construction d'une communauté de destin commun. Parce que finalement, il n'y a pas de contradiction fondamentale entre nous, entre les peuples de tous les pays. Si on vise la construction d'une communauté de destin commun.
Mais malheureusement, je pense que cette conception chinoise n'est pas pour le moment partagée par tout le monde. Il y en a beaucoup qui sont toujours dans la logique ou dans l'ancienne logique de jeu à somme nulle. Et ils n'aiment pas cette logique chinoise. Mais peut-être c'est parce qu'il y a des racines culturelles qui s'accompagnent. Par exemple, dans la culture chinoise, il y a toujours cette idée d'harmonie et oui. tout le monde se développe. Le rôle de médias est justement de montrer à ce public qui reste encore réticent que finalement la participation chinoise dans l'économie mondiale, la coopération entre la Chine et le reste du monde a donné des résultats très positifs, un peu partout. Il faudrait montrer ces exemples. À insister trop sur un jeu à somme nulle, eh bien, on va créer forcément des sentiments de confrontation. Et en fait, il faudrait avouer que la confrontation ne sert à rien. La confrontation ne peut pas sauver l'Europe ou les États-Unis en séparation. La confrontation ne peut pas empêcher la Chine de s'avancer. Parce que la Chine à elle seule est un marché immense. Nous avons une population de plus de 1,3 milliard d'habitants. Et il faut penser que c'est un marché de consommation énorme qui dépasse tout le nombre de consommateurs du monde développés ensemble. Donc la confrontation ne peut pas résoudre le problème que rencontre la population dans le monde développé. La confrontation ne peut pas isoler la Chine. Donc le résultat naturel, ce serait une coopération. Une coopération pourrait nous apporter beaucoup de bonheur et une confrontation ne pourrait rien résoudre. Alors, dans les 5 ans à venir, pour résumer un peu, quelle est l'orientation chinoise dans le domaine de la diplomatie? Je pense que la Chine va continuer à faire avancer cette politique étrangère définie depuis toujours, c'est-à-dire une coopération avec les grandes puissances. On va essayer d'éviter des affrontements, des confrontations. On va essayer parce que dans la recherche de la construction d'une communauté de destin commun, eh bien, il est important de trouver des compromis il faut trouver des terrains d'entente et trouver des terrains où les intérêts se convergent. Et je pense qu'il y a largement de terrains à trouver. Et il faut continuer. Et sinon, la Chine va continuer à faire avancer le projet de ce qu'on appelle le renouvellement de la route de la soie. Regardez déjà les trains qui relient la Chine à l'Europe. Il y a plus de 1000 trains qui vont et viennent entre Chine et Europe. Et donc ça crée beaucoup de facilité. Déjà, la croissance chinoise, le développement de l'économie chinoise est une source de prospérité pour les producteurs européens. Et dans le sens contraire, l'élargissement du marché sur le route de la soie est aussi l'origine de la prospérité de beaucoup d'entreprises chinoises aussi. Donc c'est vraiment la logique du jeu gagnant-gagnant. Alors je vous remercie, M. Ding, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.